J'ai eu la chance d'avoir mes filles lors de la finale et d'avoir pris une photo sur le terrain avec le trophée. Et celle-ci, elle est bien encadrée, bien présente à la maison. Parce que pour moi, c'est un souvenir encore plus fort d'avoir pu vivre ce moment avec la présence de mes filles. Hugo Lloris est un homme discret et attachant. Un père de 2 petites filles, âgées de 4 et 8 ans, au moment où débute le Mondial 2018 en Russie. Derrière ses yeux doux et rieurs, et derrière l'image lisse du capitaine de l'équipe de France, se cache en réalité un homme de caractère. Le football professionnel qu'il choisit après son bac scientifique lui permet de surmonter les épreuves de la vie et notamment la mort de sa maman en 2008. Lorsque le mondial débute en Russie, Hugo Lloris a 31 ans. Je m'appelle Jacques Vendroux et pour ce dernier épisode de la saison 2 des Géants, c'est donc un gardien de légende qui nous raconte la quête des Bleus vers leur 2e étoile. Et tout commence sous le soleil de Kazan le 16 juin 2018 face à l'Australie. Un événement comme celui-ci, on l'attend tous les 4 ans. Le premier match arrive et on passe un petit peu au travers. Mais un match stressant. Alors, on ne réalise pas une belle performance, mais on s'en sort de justesse avec un but. Voilà, avec beaucoup de réussite, on arrive à prendre les 3 points. Paul Pogba, alors là, c'est une action, on ne sait pas d'où elle sort. Je t'ai dit, on peut marquer sur un coup du sort. C'est un coup du sort. On peut marquer un coup du sort parce que, voilà, l'action en question, Pogba, bon, d'un autre côté... Il y a but, largement. Il la touche, aucun problème, du bout du c'est le pied. gardien, c'est le défenseur qui marque contre son camp. Sur les visages des Bleus, c'est un immense soulagement, 2-1 score final, mais le match fut très laborieux. Mais je me souviens surtout de l'après-match où le lendemain, il y a eu une fameuse réunion avec le sélectionneur et tous les joueurs. Et ensuite, il y a eu une réunion également entre tous les joueurs où on s'est dit des choses. Dans la salle, l'atmosphère est glaciale. Vous êtes silencieux, leur lance sèchement le sélectionneur. J'en veux pas un qui rigole. C'est pas des éléments qui se calculent. C'est en fonction du feeling, du ressenti. Et je crois qu'à ce moment-là, il a le besoin de dire ses vérités à ses joueurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous avons tous une ambition commune et on sait que si on ne change pas certaines choses dans le jeu, on risque de passer à la trappe rapidement. Au camp de base des Bleus, situé à Istra, à 1h30 de Moscou, les joueurs se retrouvent souvent entre eux, dans leur hôtel, avec piscine, en pleine nature. Ils ont tout un étage qui leur est réservé loin du staff. Cela leur permet de faire le point, de se remettre en cause, mais aussi de décompresser avant le match suivant contre le Pérou. Le coup d'envoi sur le point d'être donné. Bienvenue à Yekaterinbourg, bienvenue en Russie, mais vu l'ambiance, bienvenue aussi au Pérou. C'est Antoine Griezmann qui donne le coup d'envoi dans une atmosphère, une bronca délirante et un premier ballon très loin, très haut, très fort de Varane en direction de Giroud. C'était exceptionnel. On avait plus l'impression de jouer au Pérou, à Lima, que de jouer en Russie. Je me souviens de l'échauffement où il y avait une ambiance fantastique. Le stade était tout rouge, aux couleurs du Pérou. Giroud, pardon, François, là, c'est la réparation. Oh, le but de l'équipe de France. Par qui? Par notre génie, par notre Kylian Mbappé. Mbappé est là, il peut se croiser les bras, il peut rigoler, il peut sourire. Il a marqué grâce à un travail d'Olivier Giroud. Faut-il le notifier? Le but de l'équipe. Alors c'est vrai que de l'extérieur, c'était pas un match très beau à voir. Mais ce match-là, on a senti une force également collective, une équipe prête pour la bataille, pour la bagarre, et face à une équipe du Pérou qui était vraiment très bonne. Et à l'issue du match, oui, une victoire courte, 1-0, mais on a montré une solidité assez importante. Et on le sait, pour aller loin dans une compétition, il faut quand même se reposer sur une défense solide. Ce match contre le Pérou, Hugo Lloris s'en souviendra longtemps. Ce jour-là, il fête sa 100e sélection en équipe de France, un record
pour un gardien de but. Mais oui, ces chiffres-là, ils sont importants, même si ça reste secondaire à ce moment-là, puisqu'on est concentré sur la compétition. Derrière, je me souviens que voilà, il y a eu un petit cadeau avec un maillot floqué du chiffre 100. Après leurs 2 victoires en 2 rencontres, les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Alors Didier Deschamps fait tourner son équipe pour le 3e match de poule contre le Danemark. Hugo Lloris laisse sa place dans les buts à Steve Mandanda. C'est une bonne chose que Steve joue, ça fait participer tout le monde et ce match-là est important parce qu'on ne veut pas perdre de joueurs lors d'une compétition. À ce moment-là, on est toujours sur un 11 de départ et 3 remplaçants. Aujourd'hui, c'est différent parce on en a 5. Et sur 23 joueurs, voilà, il y a des joueurs qui sont plus sollicités que d'autres qui ne jouent pas du tout. Donc, lorsqu'il y a la possibilité, c'est vrai que le coach à ce moment-là fait le bon choix de titulariser des joueurs qui n'ont pas forcément joué les matchs précédents. Et pour la dynamique collective, c'est très important. Et pour l'équipe de France, Cyril, on rappelle cette équipe avec pas mal de changements. 6 changements au total. Mandanda qui est dans les buts sur le côté gauche, Hernandez, Varane, Kipembe, Sidibé pour la défense, Kanté, Zonzi au milieu de terrain, sur la gauche Thomas Lemar, à droite Dembélé, Giroud en pointe. Sous le soleil radieux de Moscou, 80 000 supporters sont réunis dans le stade olympique. Mais à l'issue d'un match insipide, Français et Danois se séparent sur un triste 0-0. Ah ouais. Écoutez la bronca. C'est la première fois qu'on entend ça dans cette Coupe du Monde. 80 000 personnes qui sifflent. Toutes 2 équipes qui ont été médiocres aujourd'hui en termes de jeu proposé, mais qui ont toutes les 2 le sourire. Car la France est qualifiée pour les 8e de finale. L'objectif est atteint, on finit premier. L'ambiance est bonne, la dynamique de groupe est positive et malgré les critiques qu'on peut recevoir en dehors sur la qualité de jeu, on est tous concentrés sur l'objectif suivant. En finissant première de son groupe, la France espérait tomber sur une équipe modeste en 8e de finale. Pas de chance, elle hérite de l'Argentine, du redoutable Léo Messi. Bienvenue à Kazan, dans ce stade qui a de quoi faire trembler, il faut bien le dire. Un stade totalement acquis à la cause argentine cet après-midi en Russie. Et l'histoire du match, oui, elle est assez folle. Je me souviens, on place des contres en début de match, notamment grâce à la vitesse de Kylian, il a fait très mal à la défense argentine ce jour-là. Le pénalty pour l'équipe de France. Et c'est Kylian Mbappé qui est parti sur une contre-attaque depuis la moitié de terrain des Bleus. Kylian Mbappé qui a dribblé 2 joueurs. Bon, on est récompensé avec un pénalty de Grisou. Antoine Griezmann qui a déjà marqué sur pénalty dans ce mondial. C'était lors de la toute première rencontre face à l'Australie. Antoine Griezmann, le Mâconnais, face au but, face à son destin. Le pas de gauche et le but. Antoine Griezmann qui ouvre le score. Ils égalisent d'un très joli but de Di Maria juste avant la mi-temps. 2 joueurs français, 3 joueurs. Griezmann qui est venu défendre à destination maintenant de Banega. Banega dans l'axe, là pour la frappe argentine. Attention, le but. Le but est fantastique. Quel but. Il n'a rien pu faire pour André Di Maria. Extraordinaire, ressuscité André Di Maria. Ressuscité. C'est un coup dur pour les Bleus. 1 partout à la mi-temps. Dans les vestiaires, Didier Deschamps demande à ses joueurs de rester calmes et de ne rien lâcher. À la reprise, on prend un but sur coup de pied arrêté, un peu malheureux puisque c'est une frappe de Messi qui est déviée par un partenaire et le ballon part de l'autre côté. Le ballon qui va filer au 2e poteau, dégagé en toute hâte mais récupéré par Messi à l'entrée de la surface. Messi, la frappe du gauche. Et le but argentin. Le but argentin. Argentina, Mercado. C'est Mercado qui marque son but sur une frappe intérieure pied gauche de Lionel Messi dans la surface. Et finalement, on n'a pas été mené très longtemps durant ce match, puisqu'on a réagi très vite. Et derrière, il y a ce but de Benjamin Pavard qui a fait le tour du monde. Hernandez sur la surface de réparation, ça va pour la reprise de Pavard. Le but extraordinaire. Oh là là, il est encore plus bon que Di Maria tout à l'heure. Voilà, début de ce mondial. Superbe Pavard qui tout à l'heure s'était fait déborder et qui envoie un boulet de canon
qui égalise pour la France. Il est encore vivant. Je ne crois pas que vous connaissiez. Il sort de nulle part, une frappe de bâtard. Oh, la Benjamin Pavard. 63 minutes de jeu, Kazan, France, Argentine. Simon Rubin, Cyril de la Morinerie. Pogba sur le côté gauche pour Hernandez, près de la surface de réparation pour le centre. Le ballon de la surface, la reprise de Matuidi. Ça revient dans le pied de Mbappé. Mbappé toujours, Mbappé la frappe. Le but. Et la but de l'équipe de France. Marqué par Kylian. Super Mbappé. Le scénario de ce match est complètement insensé. 4 minutes plus tard, Mbappé inscrit un nouveau but. 4-2 pour l'équipe de France. Mais dans les arrêts de jeu, l'Argentine réduit le score. Léo Messi qui a le ballon, le numéro 10, qui va mettre cette balle dans la surface de réparation. Oh, le but argentin. Oh, c'est pas fini. Derrière, on en prend un troisième juste avant la fin du coup de sifflet final. Je me souviens, ils ont également une opportunité dans les derniers moments du match. Agüero dans la surface de réparation qui va frapper. La frappe. Oh, ça passe à côté. Ah non, on est complètement à côté. On a cru avec l'angle d'optique. Et c'est terminé. Victoire des Bleus. L'arbitre qui siffle la fin du match sur cette énième occasion française. Il y avait beaucoup de rebondissements. Je crois que c'est les matchs qui marquent les passionnés de football parce qu'il se passe énormément de choses. C'est un scénario fou, imprévisible et en plus lorsqu'on gagne, lorsqu'on a cette chance de gagner, de remporter ce genre de bataille, on en sort vraiment plus fort. Je crois que le match face à l'Argentine a été le déclic, de par son scénario, de par sa folie. À l'issue du match, on a senti cette force collective et on a senti qu'on était capable de le faire. Mais je crois que ça a été le moment clé de cette compétition. Dans les vestiaires, les joueurs chantent et dansent sur les tables. Didier Deschamps et le patron de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, ému, les remercie. Les joueurs ont maintenant 6 jours pour récupérer avant un quart de finale contre l'Uruguay. Mais d'abord, ils tiennent à fêter cette victoire. Et croyez-moi, ils vont marquer le coup. Nous sommes en pleine nuit. Après une soirée au restaurant, certains joueurs dorment déjà. Les couche-tard veulent les réveiller. Adil Rami, qui est remplaçant, joue à Fortnite dans sa chambre. La suite, l'ambianceur de l'équipe de France a accepté de nous la raconter comme si vous y étiez. Sauf que moi, en amont, j'avais préparé un extincteur dans ma chambre parce que je savais qu'ils allaient, que j'étais leur target, j'étais leur cible. Je les vois arriver. À ce moment-là, je les vois arriver. Dembélé, Pogba, il y avait Lemar, il y avait tout le monde. Mendy. J'ouvre ma porte, je suis nu, totalement à poil. En même temps, c'est ma chambre, je fais ce que je veux. Et là, il y a Benjamin Mendy qui dit « Ah les gars, regardez-le, la target, elle est là-bas, il faut qu'on ouvre sa chambre. » Et là, je lui dis « Mais carrément pas, jamais de la vie. » Mais je savais pas que j'avais un extincteur. Je me retourne, je dégoupille, je pompe le gaz, parce il y a un système de pompage sur l'extincteur. Nouvelle génération 2.0, l'extincteur, il blaguait pas celui-là. Et là, j'envoie sur Benjamin Mendy, mais au niveau de son torse. Mais je vois la fumée que ça fait. Je me dis, wow, c'est trop bien. Et boum, sur la tête. Là, je le repeins en poudre blanche sur lui. Et derrière, il freine, tout le monde freine. Il me dit, mais t'es malade. Et tout le monde sort de la chambre. Ils étaient juste à l'entrée de la porte de la chambre, mais c'était suffisant. Sauf que comme j'ai kiffé le délire d'appuyer sur un extincteur et que je m'étais déjà lâché, je me dis, vas-y, va au bout. Et là, je sors dans le couloir et vraiment pour protéger le périmètre. Sauf que moi, ça a duré au moins 1 minute. À ce moment-là, ça prend de l'ampleur et il y a eu un brouillard, un gros brouillard qui s'étendait au moins sur 10 mètres devant ma porte, devant ma chambre. Il y avait de la poudre partout et on ne se voyait plus. Et là, tout le monde est content, ça part en vrille, tout le monde chante, tout le monde crie et tout le monde court dans le brouillard. On y était tous, hein. On y était tous. Mais ouais, c'était une soirée mouvementée. Mais que du positif, voilà. C'était mouvementé, mais également on avait en tête que on avait envie de faire quelque chose de très grand, voilà. À ce moment-là, il y a la sécurité qui passe dans le brouillard. Mais je vois un costume et je me dis que c'est pas un footballeur, c'est pas un joueur. Je me pose des questions et ça parle et ça crie en russe. Et d'un coup, je vois Momo Sanadji
l'homme de la sécu qui s'occupe de nous, de la sécurité de l'équipe de France, qui dit sortez, réveillez vos coéquipiers, sortez, c'est toxique. Je me dis oups là. Et en plus de ça, il faut savoir que pendant tout ce moment-là, on s'entendait même plus parce qu'il y avait l'alarme. Oui, ça faisait mal à la tête. Il est 4h, 5h du matin, on est dehors et on voit ceux qu'on a réveillés qui étaient pas très contents, ce qui est normal, mais ils comprennent pas ce qui se passe, quoi. Tous les joueurs qui dormaient, il y avait N'Golo Kanté, Fekir, Sidibé, enfin. Et là, tout le monde rigole, tout le monde est content. Là, c'est une colonie. Là, on est en colonie de vacances, tout le monde kiffe. Et là, je rigole, mais je suis pas bien. Je me dis, là, j'ai fait une grosse bêtise. Mais j'étais pas tranquille et je vois Didier Deschamps arriver, qui s'approche de nous, je me dis, là, je suis mort. J'ai dérangé tout le monde. L'équipe, le staff, les gens qui travaillent là-bas, les cuisiniers, les femmes de ménage. On était une équipe de 200, 300 personnes, c'est énorme. On était dans un site. Et l'alarme, elle pouvait pas s'éteindre tant qu'il n'y avait pas l'arrivée de la police. Pompiers, gyrophares, machin. Je me dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis viré. À ce moment-là, je me dis, c'est bon, c'est fini pour moi, demain je prends l'avion. Didier Deschamps qui se rapproche de moi, ça commence à monter en tension et il fait demi-tour. Je sais pas ce qui se passe, mais il fait demi-tour, il nous dit rien. Chacun retourne dans sa chambre. Et le lendemain, au déjeuner, car ils se sont réveillés tard, Adil Rami décide de prendre la parole pour se dénoncer et s'excuser. Dès que j'ai fini mon discours, tout le monde m'a applaudi. Et je pense que j'ai apaisé les cœurs de tout le monde, même ceux qui étaient énervés contre moi ou contre cette soirée. Et après, on a fait que parler de ça jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. On a vraiment kiffé parce qu'il y avait que des histoires. Chacun racontait son histoire à sa manière. On avait tous une vision différente des choses. Et c'est ce qui nous a donné un petit peu de matière à discuter et à partager des moments ensemble. Arrive le quart de finale contre l'Uruguay. Le match a lieu à Nijni Novgorod, la 5e ville de Russie. C'est donc parti, ce moment de vérité que la France attend depuis plusieurs jours, fébrilement. Voilà les deux équipes qui viennent d'entrer sur la pelouse. L'équipe de France, intégralement vêtue de blanc. Les Bleus en blanc ouvrent le score à 5 minutes de la pause grâce à une tête de Raphaël Varane. Mais lors de cette première période, un homme s'illustre particulièrement. C'est Hugo Lloris. Non pas parce qu'il recrache une libellule entrée dans sa bouche, non, tout simplement parce que le gardien des Bleus effectue ce jour-là des arrêts extraordinaires. Ce ballon qui va partir direction le second poteau, la tête! Oh, l'arrêt de Lloris! Le chef-d'œuvre d'Hugo Lloris qui se détend sur sa ligne. Durant la compétition, il y en a eu plusieurs, mais celui-là est... Bon, déjà, il est important parce que c'est juste avant la mi-temps et ça nous permet de rester à 1-0. Mais en soi, pour aller loin dans une compétition, chacun doit un petit peu se surpasser, non ? C'est le but. Et puis voilà, lorsque ça se passe bien, il y a également encore plus de satisfaction. Mais sur ce match-là, voilà, chacun a rempli son rôle. Je me souviens, on avait dégagé encore une fois une force collective assez importante. On marque sur coup de pied arrêté. Ensuite, Antoine marque sur une frappe flottante. Attention, ballon récupéré par Paul Pogba qui part à grandes enjambées en contre-attaque et qui transmet à Tolisso pour Lucas Hernandez. Allez. La frappe de Griezmann. Oh, le but. Oh, l'erreur hallucinante du gardien uruguayen. 2-0, la France est en demi-finale de la Coupe du Monde, la 6e de son histoire. Rendez-vous est pris à Saint-Pétersbourg le 10 juillet contre la Belgique. C'est certainement l'équipe peut-être la plus forte du tournoi. Ils sont en pleine confiance, ils viennent d'éliminer le Brésil, grand favori. Il y a des grands joueurs sur place. Il y a un Eden Hazard très en jambes. Il nous a posé beaucoup de problèmes ce jour-là. Le corner à suivre pour les Belges, Nasser Chadli. Nasser Chadli, premier poteau, tête de Giroud, ça revient au poteau, Nadine, la frappe de De Bruyne. Oh, l'arrêt de Lloris. Oh, la parade de Lloris sur cette frappe. Il s'est détendu. Magnifique arrêt d'Hugo Lloris. Mais encore une fois, on répond tous ensemble, chacun se surpasse et ça se joue sur des détails, ça se joue sur un coup de pied arrêté qui nous permet de gagner ce match. Corner pour l'équipe de France, Antoine Griezmann, le premier de cette seconde période. Pour celui qui avait un petit peu vendangé là, ses coups de pied arrêtés, c'est parti. Et le ballon rentre, le but. Le but. Samuel Umtiti, la tête au premier poteau sur ce corner rentrant. Mais encore une fois, on a montré une grande solidité défensive, ce qui nous a permis
passer et de se qualifier pour la finale. C'est de la folie sur les Champs-Élysées, hein. L'avenue est noire de monde, il y a tellement de fumigène que j'ai du mal à apercevoir l'Arc de Triomphe, enfin, c'est pour vous dire. Honnêtement, je m'en rends compte à l'issue de ce match, où en fait, à la fin du match, je me retrouve avec les obligations médias, donc je me retrouve avec des journalistes français, et en même temps, ils me montrent des images sur Paris, des Champs-Élysées, et c'est là où je commence à réaliser qu'on est en train de faire quelque chose d'incroyable, de voir tous ces gens dans les rues. Mais sinon, on est dans notre bulle. On est dans notre bulle et on vit notre aventure ensemble, à fond. Je me tourne maintenant vers Sonia qui a 10 ans, et alors pour elle, hein, c'est une certitude, il y a une star ce soir, cette star c'est... Pour moi, c'est Hugo Lloris parce que Umtiti a marqué le but, mais c'est Hugo Lloris qui a fait tout le travail d'arrêter les buts. Et s'il n'avait pas été là, il y aurait déjà presque tous les Belges auraient gagné. Pour la deuxième fois de son histoire, la France se retrouve donc en finale de la Coupe du Monde. Elle va affronter la Croatie. Le match a lieu à Moscou le 15 juillet, sous un ciel menaçant. Pour l'occasion, les joueurs ont reçu la visite de leurs proches. Bon, pour la plupart, ils étaient avec nous. Et derrière, en fait, on se retrouve à l'hôtel. Et encore une fois, c'est de vivre ces moments-là ensemble en tant qu'équipe, c'est magnifique. Mais en plus d'avoir nos proches, nos familles, pour certains, leurs enfants, voilà, nos femmes, nos parents, voilà, c'est quelque chose d'assez unique et d'assez exceptionnel à vivre. Et on essaie de continuer en vue de cette finale. C'est parti! Finale de la Coupe du Monde sur Europe 1. Mais c'est un moment assez unique dans notre carrière, non? Tu te retrouves dans le tunnel avec cette Coupe du Monde au bout et tu passes devant et tu t'apprêtes à disputer une finale de Coupe du Monde. J'en ai disputé des finales de Coupe du Monde dans les jardins publics à Nice avec des copains ou même dans la cour de récréation à l'école, mais celle-ci, c'est la vraie et c'est que du bonheur. C'est Antoine Griezmann qui s'apprête à tirer ce premier coup franc. Oui, un mur modeste côté croate et le ballon qui est parti au niveau de la surface. Oui, Le but pour l'équipe de France. 10 minutes plus tard, les Croates égalisent, mais Griezmann redonne l'avantage aux Bleus sur un penalty. À la mi-temps, les Français mènent 2-1, mais dans les vestiaires, l'ambiance est très pesante. Le feeling, il n'est pas bon. On n'est pas en train de réaliser un bon match, mais on se retrouve à mener 2-1 contre le cours du jeu. Et c'est plutôt une bonne chose, hein. C'est plutôt positif. Et à la mi-temps, le coach fait ce qu'il faut, nous dit ce qu'il faut. Nous, bien sûr, les joueurs cadres, on se dit qu'il ne faut pas passer à côté. Et on mène au score et maintenant on doit tout faire pour garder ce résultat. Pour pouvoir être champion du monde. De retour sur la pelouse, les Bleus sont toujours aussi fébriles, mais Hugo Lloris montre encore l'étendue de son talent. Totalement incapable de résister. La frappe Superbe parade. Et la parade de Hugo Lloris sur l'incursion de Rebic. Et puis peu avant l'heure de jeu, Paul Pogba s'illustre à son tour. Le pied droit peut-être. Oh, c'est sublime. Pour Griezmann, superbe, qui est dos au but, qui remet derrière Pogba, la frappe, elle a été contrée. C'est pas fini. Le but de Pogba, le troisième, l'explosion, l'extase, la joie, la France, ensemble, 3-1 pour Paul Pogba. Quand Kylian Mbappé marque un 4e but pour les Bleus à la 65e minute de jeu, on se dit que la Coupe du Monde Kylian Mbappé qui va frapper et qui va marquer. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oh là là, les Français vont aller la chercher. ne peut plus échapper aux Français. Ils vont aller soulever ce trophée. Et pourtant, 3 minutes plus tard, Hugo Lloris, irréprochable depuis le début du mondial, commet une erreur qui relance les Croates. Il reste alors plus de 20 minutes à jouer. Oh, le but croate, et voilà le grand risque. Voilà Lloris qui a le ballon dans les pieds, qui veut dribbler son vis-à-vis et qui se fait avoir. Les minutes passent et les Français résistent. Il reste quelques secondes à jouer et sur le banc, Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, se penche vers lui. « Je crois qu'on va être champion du monde », lui glisse-t-il à l'oreille. On était peu à y croire. C'est terminé. La France est championne du monde pour la 2e fois de son histoire. Ces hommes-là ont trouvé le secret de l'immortalité. Ils sont en larmes dans le rond central. Au coup de sifflet final, il y a quand même quelques secondes pour réaliser ce qui vient d'être fait.
voilà, ça court dans tous les sens. Les joueurs, les uns sur les autres dans le rond central. Didier Deschamps, célébré par l'ensemble de son staff. On a Olivier Giroud qui est en larmes. Et les larmes de Mandanda, les larmes de Lloris. Également la remise du trophée, où c'est encore une fois, être capitaine, voilà, c'est également pas mal de responsabilités, mais là, c'est quand même un grand plaisir de pouvoir soulever ce trophée grâce à mes coéquipiers. Et là-dessus, je peux qu'être reconnaissant à vie, parce que c'est un moment unique. Voilà, le temps il y a quand même... tu retraces un petit peu dans ta tête, en quelques fractions de secondes, voilà, ton parcours, y a des choses qui reviennent ouais, c'est certainement les émotions. C'est un déluge de pluie qui s'abat sur la pelouse du stade olympique de Moscou. Dans les vestiaires, les joueurs dansent sur les tables, ils chantent en s'adressant à Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, venus les féliciter. La nuit est courte et le lendemain, les héros fatigués défilent sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, bon, c'était un petit peu court à notre goût, mais bon, encore une fois, un moment magique de pouvoir être à proximité des supporters français. J'ai entendu dire qu'on était champion du monde, c'est vrai ça? J'ai eu également des obligations voilà, personnelles. Moi, c'était sur Nice, à la mairie de Nice, où j'étais agréablement surpris de l'accueil et c'était très chaleureux et très appréciable. Ils ont attendu des heures sous un soleil de plomb, mais pour les milliers de Niçois rassemblés sous le balcon de l'hôtel de ville cet après-midi, il n'était pas question de louper le retour du héros. Le capitaine de l'équipe de France. C'est important, en plus on est niçois, c'est encore plus de fierté pour nous en fait, d'avoir notre capitaine en plus, donc c'est cool. Et Paul n'oubliera pas de sitôt cette rencontre avec le portier de l'équipe de France. Voir un vrai joueur de football, c'est pas tous les jours, c'est une chance unique, je prends plein de photos pour me rappeler à quel point Hugo Lloris nous a fait gagner la Coupe du Monde et que grâce à lui, on a 2 étoiles. Et je suis très fière d'être bleu. Unique, magique, c'est la consécration d'une carrière après tellement d'efforts. Et voilà, lorsqu'on a l'opportunité, comme j'ai l'habitude de dire, il faut les saisir et on a pu marquer l'histoire du football français et marquer notre passage en bleu. Chacun peut amener quelque chose à un moment donné dans la compétition à l'équipe et je crois que c'est ce qui a fait notre force. C'est ce qui a fait notre force. Il n'y a pas uniquement ce qui s'est passé sur le terrain, mais il y a également ce qui s'est passé en dehors. Et il y a eu une vraie aventure humaine, au-delà des résultats obtenus sur le terrain. Et même aujourd'hui, lorsqu'on se recroise, on a ce lien qui nous unit certainement à vie. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 2 des Géants. Un podcast produit par Sébastien Guyot et réalisé par Xavier Joly. Au moment où nous l'enregistrons, les Bleus ont 2 étoiles sur leur maillot, en espérant en accrocher une 3e lors du Mondial au Qatar. Si vous avez aimé cette série de podcasts sur les épopées des Bleus avec les héros de ces grandes aventures, n'hésitez pas à le dire autour de vous, à l'écrire sur les plateformes et à partager ce podcast. À bientôt pour une 3e saison des Géants. J'ai entendu dire qu'on était champion du monde, c'est vrai ça? C'est vrai ça?